E bale a Congo E jali lopangota Kashi e jali chenzela Yahweh, Yahweh, bénisse Congo Yahweh Les concertations nationales ont bel et bien démarré, vous le savez peut-être déjà, et parce que ça fera l'objet de notre échange de ce soir, sinon ça ne sera pas le thème unique. Et la capitale congolaise, Kinshasa, vibre au rythme de ces assises qui se tiennent au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais, sous la coprésidence d'Aubin Minakou et de Kingo Adondo. Le participant appelé délégué, plus d'une centaine viennent de partout, société civile, majorité présidentielle, opposition, ainsi que de la diaspora congolaise. L'instant des concertations nationales, cette émission vous tiendra au courant de l'évolution des travaux de ces assises, climat et ambiance entre les délégués. Et pour ce soir, nous avons un plaisir de recevoir un invité, délégué aux concertations nationales. Il vient de la diaspora congolaise, Monsieur Paul Makela. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. UFC, vous êtes résident en Belgique, coordonnateur de la dynamique de la diaspora congolaise, coprésident du mouvement patriotique et solidaire, chef d'entreprise, ingénieur en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce n'est pas trop d'étiquette pour vous, Monsieur Paul Makela? Bah, mais c'est comme un parent, il est père pour ses enfants, il est époux pour sa femme, il est oncle pour ses neveux, voilà. Donc, trop d'étiquettes, non, mais c'est plutôt signe vraiment d'un dynamisme, d'un activisme, parce que, bon, j'ai toujours vécu comme cela. Trop embrasse mal éteint. Non, j'ai toujours vécu comme cela. Quand j'étais à Kinshasa, j'étais basé à Kinshasa il y a une dizaine d'années. J'étais coordonnateur du FOGEDEP, Forum de jeunes pour le développement. J'étais coordonnateur de la jeunesse pour la reconstruction et le développement. J'étais vice-président de la société civile des territoires occupés, Casto à l'époque. J'étais dans plusieurs... Vous êtes père de famille aussi. Je suis père de famille, je suis responsable. Effectivement. Voilà. Et les raisons de votre présence à Kinshasa sont claires, prendre part aux concertations nationales. Ben, voilà, cette fois-ci, je suis là pour prendre part aux concertations nationales en tant que Congolais vivant à l'étranger. Parce que, bon, c'est un peu péjoratif. Diaspora, en fait. C'est un peu péjoratif, la dénomination diaspora, parce que on le cuisine à toutes les sauces. Mais là, je suis là en tant que Congolais de l'étranger. Je représente une certaine catégorie, une autre opinion des Congolais de l'étranger, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a diverses. Et bon, tous les Congolais qui vivent à l'étranger n'ont pas le même profil non plus. Moi, je représente un certain profil, je représente un autre courant, je représente ces Congolais qui veulent que la nation avance, qui veulent apporter leur expertise pour que la société congolaise prenne de l'élan. J'étais en Europe pour parfaire mes compétences, j'ai beaucoup appris, je suis consultant là-bas, je consulte auprès du gouvernement belge, auprès de banques, des grandes institutions, de l'Union européenne. Et pourquoi ne pas ramener toute cette expérience, cette expertise au pays? Donc, je suis dans cette démarche-là déjà, j'ai créé ma société ici. Maintenant, je suis là aux concertations nationales parce que je crois, de un, que nous qui avons de l'expertise et qui pouvons apporter quelque chose dans ces pays, c'est l'occasion pour nous de dire haut et fort ce que nous pouvons faire. C'est l'occasion pour nous aussi d'aider le gouvernement à ajuster les tirs par rapport aux expériences vécues ailleurs. Ça, c'est notre plus. C'est l'occasion également de leur dire que voilà ce qui se passe au pays. Il y a des choses qui ne sont pas normales par rapport à la vie citoyenne d'un pays, d'une nation, d'un peuple qui souffre, qui est dans la misère. Autre chose, c'est de dire que voilà, nous sommes solidaires pour combattre l'ennemi du peuple, pour débouter dehors les agresseurs. Voilà pourquoi nous allons parler non seulement de ces assises, on fera aussi allusion ici surtout à la cohésion nationale,
à la situation sécuritaire dans la partie est du pays et aussi et surtout à la diaspora, la problématique de la diaspora congolaise. Il sera question pour nous de savoir le vrai et réel exact revendication de la diaspora. Mais on parlera d'abord de vous, c'est important. On vous attendait à ces assises, pas comme UFC. Ça nous surprend, on ne vous reconnaît plus parce que ceux qui vous connaissent très bien savent que vous êtes cofondateur du PPRD. Voilà, bon. Ça, vous ne l'avez pas dit. Vous l'avez omis. Non, mais non, je ne l'ai pas dit. Statutairement, je reste signataire de l'acte constitutif du PPRD. Je suis membre cofondateur, mais je ne suis plus actif dans ces partis. J'ai pris congé de ces partis depuis bientôt 10 ans. Pour quelle raison, M. Paul? C'est quand même un parti qui est actif. C'est le plus grand parti que nous avons actuellement, qui a plus de sièges au Parlement, qui a élu, qui a un président de la République, qui a un Premier ministre dans ce pays, qui a un président de l'Assemblée nationale. Mais comment justifier votre méfiance, votre distance? Non, je suis un homme de principe, je suis un homme de conviction et je suis loin d'être un clientéliste. Donc, dans un environnement comme celui-là, où le mérite et les compétences ne sont pas prises en compte, je pense que ça ne favorise pas l'émergence de ceux qui peuvent réellement travailler. Des deux, si le parti n'a pas d'idéologie, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de base idéologique, alors comment est-ce qu'on peut évoluer? Moi, je suis rentré dans la politique très jeune. J'ai commencé à occuper des responsabilités quand j'étais secrétaire général adjoint de la commission préparatoire du dialogue. J'avais 26 ou 27 ans, je crois. Voilà, on a commencé à occuper des responsabilités très jeunes. On a besoin de se retrouver dans un cadre où l'on peut vraiment avancer, où l'on peut profiter de l'expertise, où l'on peut être des personnes correctes. L'idéologie est claire, le kabylisme, s'il faut le dire comme ça. Bon, je ne partage pas l'approche, je ne partage pas toutes les guéguerres qu'il y a là-dedans. Je ne partage pas le favoritisme. Je crois que la méritocratie, c'est quelque chose d'important si l'on veut développer une société. Et ça, je le trouve dans l'UFC. Parce que l'UFC, c'est un parti qui a une idéologie très claire, qui a un littéraire qui n'est pas contesté, qui a des capacités, qui a fait ses preuves en termes de gestion, en termes de gouvernance, qui a vraiment fait ses preuves en termes de patriotisme aussi. Je pense que je suis mieux là où je suis, mais avant que je n'adhère à l'UFC, j'avais déjà quitté le PPRD depuis 2004. Je suis parti du PPRD, j'ai dit que non, j'étais parti. Voilà, mais j'ai beaucoup d'amis. C'est quoi pour vous un parti politique? Contrairement, parce que vous êtes chef d'entreprise, vous êtes ingénieur, vous êtes coprésident d'un mouvement qui n'est pas un parti politique, ça peut être une association, mais pour vous, un parti politique, ça représente quoi? Bon, dans les termes le plus simples, c'est une organisation qui est mise en place en vue de la conquête du pouvoir. Ça, c'est les termes le plus simples. Les gens se regroupent et se disent, nous nous mettons ensemble, nous avons des objectifs précis pour conquérir le pouvoir. Mais l'autre aspect qui est très important, on veut conquérir le pouvoir pour en faire quoi? C'est là mon problème avec le PPRD. C'est là mon problème. C'est bien d'être un parti politique qui veut conquérir le pouvoir, mais on veut conquérir le pouvoir pour en faire quoi? Parce que quand on est au pouvoir, il faut qu'il y ait des signes qui montrent que la société avance, le peuple se retrouve, les richesses sont réparties de manière équitable, on change le vécu quotidien du citoyen. On ne va pas au pouvoir pour l'enrichissement d'une frange de personnes, pour qu'il y ait des seigneurs tout-puissants qui règnent, à qui on ne peut rien dire, on ne peut pas faire des reproches. Moi, j'ai eu de quoi qu'avec certaines personnes parce que j'ai dit non. Alors, si on est dans un parti où on ne sait pas dire non, et parce qu'on dit non, et voilà, on est traité de tous les mots, et voilà. J'ai eu des problèmes avec certaines personnes parce que j'ai mis en place des stratégies politiques, j'ai
fait naître des idées qui ont sauvé cette C'est la République. culture congolaise, ce sont des réalités congolaises. Oui, mais je ne peux pas. Il faut s'adapter. Oui, et non, je ne m'adapte pas au mal. Vous risquez d'avoir les problèmes partout. Oui, non, je ne m'adapte pas. Je ne m'adapte pas au mal. Je ne m'adapte pas au mal. J'ai mis en place, j'ai monté des stratégies politiques qui étaient payantes à l'époque, mais parce que pour avoir pensé ingénieusement à sauver ces pays, mais les gens m'ont fait des problèmes. Ils ont dit n'importe quoi au président de la République. Ils m'ont même accusé de tout ce qu'ils veulent. Voilà où ça Du est. PPRD à l'UFC, avancé ou recule selon vous? Vous avez évolué? Vous avez pour mieux sauter? Reculer pour mieux sauter ou vous avez avancé? Écoutez, il s'est passé un temps où je me suis vraiment mis en retrait. Je me suis consacré à mon travail scientifique, à accroître mon expertise. J'agissais, mais je ne m'étais pas engagé dans un parti. Je me suis engagé dans l'UFC en 2010, ici, donc 2010-2011. Pendant la campagne, c'est là que je me suis engagé. Mais dire que j'ai pu avancer ou j'ai pu reculer, je pense que je suis beaucoup plus serein en étant à l'UFC et les objectifs sont clairs. Je partage une vision, une idéologie que je crois être utile pour ces pays, pour cette République, pour amener les Congolais. Vous savez, si vous êtes dans un parti où tout le monde est assoiffé du pouvoir, juste pour être grand et être fort, vous êtes perdu. Mais je suis dans un parti où M. Kengo Adondo, ce n'est pas un assoiffé du pouvoir, il a de l'expérience et il n'a qu'un seul souci maintenant, mettre au profit du peuple congolais son expérience, son expertise et ses qualités. Mais qu'est-ce qui différencie l'UFC, votre parti, à la dynamique de la diaspora congolaise et aussi au mouvement patriotique et solidaire? Voilà. Trois choses différentes. Trois choses différentes. La dynamique de la diaspora congolaise, c'est une plateforme qui regroupe plusieurs associations, parce qu'il y a des associations qui sont très actives en Europe. C'est dire que non, le Congolais et l'étranger se préoccupent de la situation au pays. Alors, toutes ces associations-là, il y a des plateformes comme cela, et nous avons créé la dynamique qui regroupe une vingtaine d'associations qui disent, voilà, nous devons nous imprimer un nouveau rythme, imprimer une nouvelle dynamique pour le développement du Congo, pour la bonne gouvernance en RDC. Ça, c'est la plateforme. Ça existe depuis quand, cette plateforme? La dynamique existe depuis 2010. Okay. Voilà. Mais le mouvement patriotique et solidaire, qui n'est pas un parti politique, hein, c'est pour dire que je peux être loin du Congo, mais je reste actif. Le mouvement patriotique solidaire, c'est un mouvement, c'est un regroupement à caractère patriotique pour mobiliser le peuple, mobiliser l'opinion en vue d'une seule chose, la défense de la nation. Et dans notre concept du patriotisme solidaire, nous disons, et patriote, toute personne qui aime et qui protège le Congo. Sans détermination d'origine, voilà, congolais, parce qu'on n'a pas besoin d'être congolais pour être patriote. On n'a pas besoin d'être citoyen congolais d'origine pour être patriote. Un patriote, ça peut être un homme d'affaires qui a vécu longtemps au Congo ou qui aime le Congo. Pour nous, nous disons que cette personne est la bienvenue. Alors, dans le patriotisme solidaire aussi, nous disons que voilà, l'action pour la défense des intérêts du Congo doit aller au-delà des clivages politiques. Les clivages politiques sont pluriels. Il y a des clivages idéologiques, s'il y en a. Il y a des clivages par rapport à la majorité, opposition, ou des tendances. Mais nous disons, voilà, à un certain moment, nous avons un intérêt commun qui est le Congo. Et pour que nous puissions défendre cette nation, nous n'avons pas besoin de dire, moi je suis de l'opposition, moi je suis de la majorité. Nous avons besoin de mener des actions ensemble. Et c'est ça le patriotisme solidaire. Le patriotisme veut aussi dire qu'on ne peut pas prétendre aimer le Congo si on n'est pas solidaire avec ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la misère la plus noire. C'est là que nous disons qu'il y a des faux patriotes qui disent qu'ils aiment le pays, mais ils n'aiment pas le peuple. On ne peut pas aimer une patrie si on n'aime pas son peuple. Malheureusement, parmi ceux qui dirigent, il y en a beaucoup qui n'aiment pas le peuple congolais. Quel rapport vous faites entre le patriotisme que vous définissez très bien d'ailleurs avec la cohésion nationale? Voilà, le patriotisme solidaire rentre dans
la démarche de la cohésion nationale. Parce que dans la cohésion nationale, nous disons, et attention, le pays est en danger, il y a des menaces de balkanisation, le peuple, il y a des tensions en interne, parce qu'ici, nous avons des tensions en interne et à l'extérieur, nous sommes menacés, il y a une guerre, mais il y a également des problèmes politiques intérieurs. Il y a les élections de 2011 qui se sont passées dans les conditions qu'elles ont été, qui ont été décriées par des observateurs internationaux. D'ailleurs, bon, ceux de la majorité disent que voilà, tout s'est très bien passé, tout est propre, voilà, merci monsieur, tout est propre pour vous, mais il y a des frustrations. Et ce qui est vrai, c'est que le pouvoir en place, le gouvernement n'arrive pas à gérer la République. La situation des citoyens congolais ne change pas. La gouvernance n'est pas bonne. Je suis chef d'entreprise, je suis témoin des obstacles, des barrières que nous faisons. Le mérite ici, le savoir ne pas respecté. Tu peux être compétent, mais tu n'as pas ta place dans cette société. Voilà. Voilà, toutes ces choses-là... Il faut appartenir à un parti politique pour... Même pas appartenir à un parti politique, il faut prénégocier des conditions. Déjà, on donne des marchés à ceux qui ont déjà négocié que 15 ou 20% sera attribué à tel. Et ça, je trouve que c'est pas correct. C'est pas correct parce que c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent de l'État. On ne va pas donner l'argent de l'État à quelqu'un qui ne sait pas faire le travail parce qu'il est ami à tel ou à un autre, alors qu'il y a des gens qui savent faire le travail. Voilà, toutes ces choses-là nécessitent à un certain moment qu'on dise arrêtons-nous là et regardons vers l'avenir, disons mais voilà cette société, si nous la voulons efficace, si nous voulons un État moderne, si nous voulons une société pacifiée, apaisée, il faut qu'on se retrouve tous ensemble au-delà de nos clivages. C'est là le patriotisme solidaire. Donc la cohésion nationale ici, c'est que le chef de l'État a insufflé comme idée, comme programme. C'est super, c'est génial. Je suis d'accord. La cohésion nationale n'existe pas au Congo. J'en félicite le président de la République. C'est une excellente idée qui va vraiment amener les citoyens de ces pays à se parler, à regarder, à voir le problème du Congo. C'est pourquoi vous verrez que dans les différentes thématiques, on va vraiment décortiquer chaque aspect de la vie de la société. Et le chef de l'État nous a dit dans son discours d'ouverture, il a dit que vous, les délégués, vous avez une marge pour faire des propositions qui devront conduire à des réformes institutionnelles. Pourquoi il dirait cela s'il n'y a pas de problème? Pourquoi on convoquerait des gens si tout allait très bien? On nous convoque parce que tout ne va pas très bien. Quel risque court un pays qui connaît l'absence en son sein de la cohésion nationale entre ce peuple, entre ses habitants, entre ses citoyens? Ben, un pays qui connaît l'absence de la cohésion nationale, c'est un pays divisé. Et on dit un royaume qui est divisé, c'est la Bible qui le dit. Il va disparaître. Voilà, est appelé à disparaître. Donc, la disparition du Congo, ou la liquéfaction, en quelque sorte, du Congo, ce n'est pas seulement parce que nous sommes agressés, mais c'est aussi parce que les Congolais, entre eux, ils ne s'entendent pas. Et ils ne s'entendent pas pourquoi? Il n'y a pas de problème communautaire. Nous n'avons pas de conflits communautaires. Mais nous avons des conflits. Nous ne nous mettons pas d'accord sur la gouvernance de la République. Nous ne nous mettons pas d'accord sur la manière dont l'aperçu ou la vision que d'autres ont de la République. La République, ce n'est pas une propriété privée. Si aujourd'hui le chef de l'État n'avait pas garanti la sécurité de tous les intervenants, la sécurité de tous les délégués et dire que voilà, nous sommes libres, j'allais même pas parler tel que je parle là. Là, je parle parce que le chef de l'État nous a garanti cela. Il nous a garanti la sécurité. À un certain moment, nous devons être à mesure de dire la vérité. Nous devons être à mesure. Vous avez fait allusion aux élections de 2011. Comment l'avez-vous vécu, vous, ces élections? Ben, écoutez, même si vous n'avez pas pu voter, vous la diaspora, mais comment vous l'avez vécu? Nous n'avons pas pu voter et c'est parmi nos problèmes. Pourquoi est-ce que nous ne pourrons pas voter? Pourquoi les Congolais et l'étranger ne peuvent pas voter? Non, il y a des pays qui n'ont pas de moyens. Le Sénégal fait voter ses compatriotes qui vivent à l'étranger. Nous sommes passés de deux tours à un seul tour parce qu'il n'y avait pas de moyens. C'était ça la raison qu'on nous a Non, ce n'est pas ça la raison. La raison est politique. Je ne rentre pas dans ces débats-là, mais la raison du passage de deux tours à un tour est simplement politique. Parce que quand on fait des élections à deux tours, il y a plus de risques que l'on ne gagne pas. Voilà, c'est tout. On a dit que c'est un problème de moyens, c'est pourquoi il ne fallait pas
la diaspora n'allait pas effectivement Non, voter. ça demande quoi? Ça demande quoi comme moyen? C'est mon domaine. Je suis expert en système d'information. Ça demande quoi comme moyen? Comment est-ce que les ambassades communiquent avec la République? Je crois que c'est plus facile à l'étranger de transférer les données vers une base de données centrale qui n'existait pas d'ailleurs. Une base de données centrale parce que bon, le système électoral tel qu'il est fait là, les applicatifs autour, c'est pas crédible, c'est pas bien fait. Voilà. On a l'expertise pour faire cela. Si nous en avons le moyen, si on donne l'opportunité, on va le faire. Donc, c'est plus facile de traiter les données électorales à partir de l'étranger, de capturer ces données et de les retransmettre dans la République. C'est plus facile de l'étranger que des provinces à l'intérieur de la RDC vers Kinshasa. Donc, les moyens, nous avons des ambassades. S'il faut demander des moyens, la même communauté européenne qui nous soutient et toutes ces organisations, tous les bailleurs de fonds internationaux, ils ont plus facile à mobiliser des moyens pour que quelque chose se fasse chez eux que ça se fasse ailleurs. Donc, c'est de l'exclusion parce qu'on a le pouvoir en place, croit que les 7 millions de Congolais vivant à l'étranger sont tous contre eux. Voilà. Même si 6 millions de Congolais vivant à l'étranger votaient contre Kabila, par exemple, il y en aura 1 million qui votera pour, ou il y en aura 2 millions, mais ça reste... On y va pour gagner aux élections, pas pour perdre. Non, mais attends, ça reste minoritaire. Mais si on a peur de ceux qui ne voteront pas pour nous, qu'on n'organise pas les élections localement aussi, parce que localement aussi, on a ces risques-là, voilà, que certains voteront pour moi, d'autres ne voteront pas. Est-ce que ces élections constituent un problème pour ces pays, pour la cohésion? Ça touchait au confort de la cohésion nationale. Je crois que les élections de 2011 ont déverrouillé, ont fait sauter les verrous de la cohésion nationale. Parce que ce qui nous cimentait encore, c'est l'assurance d'être derrière un leader incontesté. Qui a remporté les élections? Oh là, mais les contestations qui ont jailli des élections de 2011 n'ont pas apaisé la situation. Et jusqu'à présent, il y a le chef de l'État qui a prêté serment, qui a été élu, mais qui a été mal élu parce que c'est contesté. Il est élu, mais il est mal élu parce que c'est contesté. C'est ce que nous, de l'opposition, nous disons. Nous ne pouvons pas avancer comme cela. Nous avons Tshisekedi qui se réclame toujours président de la République, de son côté. C'est un leader d'opinion. Et voilà, ça crée une frange. Aujourd'hui, nous sommes dans la cohésion nationale. Nous disons, mettons-nous ensemble. Mais il y a d'autres qui n'arrivent pas, qui ne veulent pas venir. Pourquoi? Parce que ces gens-là, s'ils aimaient vraiment le peuple congolais, que ce soit Tshisekedi, que ce soit Vital Kamerhe, que je connais très bien, parce que on a travaillé ensemble. Vous étiez ensemble au peu perdu. Oui, on a travaillé ensemble. Donc, si ces personnes-là... Même si vous ne l'avez pas choisi, vous êtes libre aussi. Non, je ne peux pas les choisir parce que je le connais trop bien. C'est quelqu'un qui n'est pas très droit dans ses bottes. Hein, voilà. Alors, je peux pas. Je peux pas être avec Vital. Voilà, il n'est pas très droit dans ses bottes. Alors, si Vital aimait ce pays, c'est le moment pour lui de manifester son amour. Nous avons là l'opportunité de faire changer les choses. Ils ont posé des préalables. L'ordonnance présidentielle disait des choses de manière unilatérale. Il fallait quand même certaines modifications, rectifications de cette ordonnance. Vital a posé des préalables. Oui, n'ont pas été respectés. Non, il a posé des préalables, mais c'est question d'approche aussi. Il y a un présidium qui était désigné. S'il avait des préalables, il devait s'approcher du présidium et qu'ils en discutent. Donc, les choix discrétionnels du chef de l'État, les orientations politiques qu'il prend, voilà, il a pris cette décision-là, qui est un présidium, nous le respectons. C'est lui qui veut rentrer dans la logique de la cohésion nationale. Il n'a qu'à venir, qu'il consulte, qu'il contacte le présidium. Le problème était ensemble avec l'UNC au conclave. Non, mais vous attendez, avez pris des recommandations ensemble. Oui, mais attendez. Que vous n'avez pas respecté, non, mais malheureusement. Attendez, le problème de ce pays aussi, et des leaders d'opinion que nous sommes, c'est que nous n'avons pas l'habitude, l'art du dépassement de soi. À un certain moment, il faut dépasser ses caprices, il faut dépasser ses ambitions ou ses appétits politiques. Tenir compte aussi des valeurs, des engagements que vous prenez, c'est important aussi. Voilà. Alors, à un moment en politique, on doit faire preuve de beaucoup de souplesse, on doit faire preuve de beaucoup de flexibilité. Et ça manque aux autres. Et je crois qu'en des moments cruciaux comme ceci, où notre pays est menacé d'être balkanisé,
où la communauté internationale a besoin de voir les Congolais soudés, unis comme un seul homme pour défendre la patrie. Parce que on ne peut pas nous défendre, on ne peut pas bien nous défendre quand il y a la guerre à l'Est. Il y a nos sœurs qui sont violées, il y a nos frères qui sont morts, il y a nos enfants qui périssent. Et en ce moment-là, nous, leaders politiques, nous disons non, c'est une guerre contre Kabila, ça ne me concerne pas. Mais ceux qui périssent, ce n'est pas Kabila, c'est des Congolais. Voilà, c'est là qu'il faut Mais faire vous la avez part des choses. exigé que l'ordonnance présidentielle soit revue. Vous étiez ensemble en conclave de l'UMT, c'est pas assez qu'on sort. Mais là, on a comme l'impression que l'UFC est en train de dribbler l'opposition. Non, l'UFC ne dribble pas l'opposition, mais l'UFC, c'est un parti. L'une des qualités de M. Kengo Adondo, c'est l'homme des concessions. Vous savez, en politique, quand il y a une crise, quand la situation est crispée, il faut avoir de l'intelligence politique pour faire les concessions qu'il convient afin de ne pas amener le pays droit dans le mur. Nous ne voulons pas amener ce pays dans une explosion. Nous voulons sauver cette nation. Et nous, de l'UFC, nous disons, nous faisons des concessions. La majorité présidentielle fait des concessions également. Donc personne ne sortira de ces concertations nationales, personne ne sortira gagnant ou perdant. Nous ferons des concessions pour l'intérêt du peuple congolais. Et ça, je le souligne très bien. On protège ses arrières, on n'y va pas comme ça parce qu'on dit voilà, on embrasse les kabylistes, voilà, oh, vous de l'AMP, vous êtes beaux, vous avez des beaux yeux, on vous donne tout ce que vous avez. Non, nous partons pour négocier, nous protégeons nos arrières, mais l'intérêt du peuple prime avant tout. Mais si tel est reprochable à Caméré, mais à Tshisekedi, vous le reprochez quoi? Parce que c'est le format défini par l'ordonnance n'a pas séduit Tshisekedi ni le rapprochement de Denis Sassou Nguesso pour accompagner ces concertations nationales. Ben, vous savez, en politique, il faut de l'élégance aussi. Je pense que Tshisekedi, c'est un monsieur qui n'est pas élégant politiquement. Kengo est plus élégant que il est plus élégant. Il est plus élégant politiquement. Qu'est-ce que vous définissez? Qu'est-ce que vous comprenez par élégance? L'élégance politique, c'est le savoir-faire, le savoir considérer, faire attention, être à l'écoute, aller quand même vers les autres et entendre ce qu'ils vont dire et savoir réagir de manière à ce que cela ne puisse pas frustrer tout le monde. On peut dire non de manière très élégante, mais si on dit non sauvagement, là on est loin de faire de la bonne politique et on n'est même pas, je ne pense pas quelqu'un de comme celui-là pourra représenter le Congo et être crédible sur le plan international, parce que la politique internationale nécessite quoi? De l'élégance. Obama, il est élégant. La Syrie, aujourd'hui, il y a des problèmes en Syrie. Le gouvernement américain pouvait aller directement intervenir militairement, comme ils l'ont fait dans d'autres pays, en Irak et partout ailleurs. Mais l'élégance politique exige, non, nous devons chercher de solutions. Poutine et Obama, il y a aujourd'hui, ils ne s'entendent pas, ils n'alignent pas, ils n'accordent pas leur point de vue, mais ce n'est pas pour autant qu'on manque d'élégance envers l'autre et on ne répond pas à ces invitations, ainsi de suite, quoi qu'Obama ait décommandé un rendez-vous une fois. Mais je crois qu'un homme politique élégant, c'est un homme responsable. Quand il y a un chef de l'État de la trempe de Denis Sassou Nguesso qui nous invite, qui invite certaines personnalités pour nous aider à faciliter les choses, je crois que ça nous exige, ça nous oblige quand même de respecter et d'y aller. Ça ne nous coûte rien. Quand on nous invite à la table des négociations, voilà, on doit être là. Mais Tshisekedi, il a toujours dit non. Il a toujours dit non, il n'a jamais été là. Il a toujours donné des raisons pourquoi il dit non. Et oui, il a toujours donné des raisons qui ne sont toujours pas valables. Ce n'est pas de bonnes raisons. Alors, on ne construit pas une société dans le négativisme ou dans le refus. On ne la construit pas comme ça. Et Vital va aujourd'hui dans le même sens. Mais Vital, lui, je comprends qu'il le fasse parce qu'il le fait depuis longtemps. En quoi il est maladroit? Vous l'avez qualifié de maladroit sur ce plateau. Non, je ne l'ai pas qualifié de maladroit. J'ai dit qu'il n'est pas droit dans ses bottes. Voilà. J'ai dit qu'il n'est pas droit dans ses bottes. Quelqu'un qui n'est pas droit dans ses bottes, c'est quelqu'un qui n'est pas correct. Il est un peu roublard. D'une certaine manière. En politique, on a besoin d'être correct aussi. On a besoin d'être honnête. Je ne partage pas la définition de politiciens comme étant des menteurs. Je crois que les personnes les plus correctes de la société doivent être des politiciens. C'est qu'on dit non, la politique c'est l'art du mensonge. Non, je ne partage pas. Je crois que la politique c'est l'art de la vérité pour l'intérêt supérieur. Vital Kamerhe a compris que les concertations nationales c'est boutiqué par Kengo Adondo et Joseph Kabila.
Non, Il est dit. les concertations nationales ne sont pas boutiquées. Vital le dit parce qu'il aurait voulu, lui, Vital voulait, il négociait. Parmi les préalables qu'on ne dit pas, Vital voulait, il veut devenir Premier ministre de ce pays. Il négocie, il a dit, parmi les préalables qui ne sont On pas veut de écrits, lui Premier ministre, non, donc il veut être non, Premier il ministre. veut, non, on ne veut pas de lui Premier ministre, c'est lui qui négocie, c'est lui qui veut être Premier ministre. Et parmi Et comme Kengo le veut aussi. Non, Kengo ne veut pas être Premier ministre. s'est dit aussi. Non, il ne veut pas être Premier ministre, il n'en a pas l'ambition, il ne veut pas être Premier ministre. Il ne va pas les refuser si jamais la souris tombait. Il ne va pas le faire, il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin d'être Premier ministre pour aider ce pays. Ça, je vous le dis déjà. Voilà. Alors, Vital, il a tellement cette ambition. Mais comme les concertations, ce n'est pas le partage du pouvoir, vous comprenez, Vital voulait que ces concertations soient l'occasion pour lui de rebondir, de faire le partage du pouvoir. Mais nous n'allons pas parler du partage du pouvoir. Nous n'y allons pas pour former un nouveau gouvernement. Votre président l'a dit, malheureusement. Non, le président, Il avait dit le président, le président l'a dit comme une hypothèse. Nous allons en concertation. Il y a un certain nombre de problèmes qui seront traités par rapport aux 5 thématiques. Si dans les pistes de solutions qui seront proposées, si ça va demander qu'on élargisse la majorité, qu'on fasse une ouverture et qu'il y ait un gouvernement, si le prix de la cohésion nationale, c'est qu'il y ait un gouvernement d'ouverture, c'est une hypothèse. C'est pas que Kengo a dit nous y allons pour le faire, c'est une hypothèse. Mais Vital Kamerhe, parmi les conditions qu'il a posées, non, mais qu'il puisse avoir des assurances qu'il n'y aura pas de partage de pouvoir, qu'on ne va pas réviser la Constitution, la représentation paritaire, et ce sont des conditions de Vital. En politique, ce qui s'est dit tout haut, c'est pas ce qui s'est négocié. Voilà, il dit qu'il n'y aura pas de partage de pouvoir, mais lui, il veut le partage du pouvoir. Il veut le partage du pouvoir parce qu'il s'en fout de l'intérêt du peuple congolais. Nous avons été dans plusieurs délégations avec Vital, où d'ailleurs, parmi les stratégies qui montaient, il n'y a aucune stratégie qui a marché. Mais l'État congolais a dépensé beaucoup d'argent. Et moi, Paul Makela qui vous parle, j'ai monté une stratégie bien payante, ce qui m'a coûté la foudre parce qu'il y a des messieurs qui empochaient de l'argent de la République sans rapporter de solution. Mais il y a un monsieur qui arrive et qui propose quelque chose qui aide la République. Quoi? Mais il a rapproché les belligérants, il est allé voir Bemba. Voilà. Bemba, c'est moi qui l'ai rapproché. Ce n'est pas Vital. Dans l'avion disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. L'accord cadre où Bemba devait être Premier ministre, c'est moi qui l'ai initié. Ce n'est pas Kamerhe, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est à cause de cela qu'on m'a fait la peau, parce que j'ai pris un centre, j'ai failli prendre beaucoup plus d'influence qu'auprès du chef de l'État. C'est ça la vérité, c'est ça le problème. Et voilà. Alors, quand on veut pas, on veut que la politique, on veut rester seul, être maître à bord, je pense que ceux qui sont dans l'UNC, quand ils vont découvrir le véritable Vital, ils vont le quitter. Parce que ce n'est pas un monsieur correct. Et ce n'est pas un monsieur qui est digne de diriger ce pays. Il ne peut pas le faire. Mais les raisons pour lesquelles il a été chassé au PPRD, vous pensez que ça valait la peine quand il dit non à l'entrée des groupes armés rwandaises au Congo, qui méritaient de perdre le perchoir, qui méritaient d'être chassés au PPRD? Ça, c'est leur problème interne. C'est leur problème interne. Lui, il a été chassé. Il a prouvé qu'il aimait ce pays, la différence que lui, il a été chassé. Moi, je n'ai pas été chassé. Je suis parti de moi-même. On est très différents sur ce point-là. Voilà. Donc, il n'y a personne qui m'a chassé. Il n'y a pas une lettre de révocation. Tu iras au PPRD. On ne m'a jamais fait une lettre de révocation. Je n'ai pas été chassé. Je suis parti de moi-même. Mais il a été chassé pour défendre les intérêts du pays. C'est pourquoi on l'a chassé. C'est ce qu'il dit. Je ne pense pas. Il veut faire la victime. Donc, bon, on risque de se concentrer sur Vital. C'est pas ça le problème. Il fait la victime pour attirer la compassion, mais ça ne va pas marcher. Alors, parce qu'on est là aussi. La situation sécuritaire à l'Est, vous savez ce qu'il y a eu. Heureusement que ces derniers temps, la calmie est un peu vécue dans cette partie. Mais nous sommes revenus avec ces rebelles M23 à Kampala. Comment jugez-vous l'approche adoptée par le gouvernement pour résoudre cette crise de l'Est? Mais la crise de l'Est a 3 dimensions. Il y a cette dimension diplomatique. Parce qu'il y a des États qui sont rentrés en jeu. Il y a la dimension militaire et il y a la petite dimension politique aussi, parce qu'ils ont des revendications politiques, le M23. Donc, on ne peut pas dire qu'on va résoudre cette crise
sans qu'on retourne sur la table des négociations. Il y a les opérations de terrain, mais il faut également rassurer les belligérants, ceux qui interviennent. Dans tout conflit qui engage les États, qui engage toute une région comme cela, on ne peut pas régler ces conflits sans que les belligérants, ceux qui interviennent d'une certaine manière, soient impliqués. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda dit qu'il y a des obus qui sont tombés chez lui et qui vont faire la guerre à la RDC. Ben, le M23 peut profiter de ces prétextes aussi pour continuer à bombarder le Rwanda et pour que le Rwanda vienne officiellement faire la guerre. Vous voyez? Donc, il y a la situation qui est assez confuse. Il y a l'Ouganda qui laisse ses armées rentrer en Ituri, ses troupes. Voilà, mais tous ces aspects-là doivent être négociés diplomatiquement et essayer de trouver des solutions politiques. Mais le pays de Grand Lac, la CIRGL, a dit que voilà, le sort du M23, c'est qu'ils déposent les armes. Ils doivent déposer les armes, mais ils déposent des armes en échange de quoi? Ça doit se négocier. Mais le M23 a donné des conditions pour se désarmer. Il faudrait, il évoque les raisons du FDLR et les retours des réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Mais les raisons des FDLR, j'ai fait le parcours des négociations, j'étais au dialogue intercongolais. Mais quelle est la vraie vérité dans cette histoire? Ça fait 15 ans que ça dure, c'est depuis 98 qu'il y a toujours cette histoire de forces négatives qu'on n'arrive jamais à éradiquer. C'est quoi la vérité dans cette histoire des FDLR? Bah, la vérité, c'est que les réfugiés Hutus, les combattants, l'armée rwandaise qui était avec le président Habyarimana, dès la mort d'Habyarimana, cette armée en 1994 déjà a quitté le Rwanda pour se réfugier au Congo. Hein? Donc, même dans les films, dans plusieurs documentaires, des hommes d'État, Rwanda, Kengo et les autres, ils expliquent que non, c'est toute une armée qui est partie. Alors, il y a ces forces-là qui se sont constituées en forces de défense pour leurs intérêts afin de ne pas subir les affres du régime rwandais. Et il se trouve que certaines de ces forces sont sur le territoire congolais. C'est des réfugiés d'abord. Par rapport au droit humanitaire international, c'est des personnes qui sont venues demander secours aux Congolais. Maintenant, nous devons avoir des moyens, nous, le gouvernement, à identifier parmi ces réfugiés quelles sont les forces négatives. Hein? J'ai dit nous, le gouvernement, nous le Congo. Avec le soutien, voilà. le soutien de la communauté internationale. Avec le soutien de la communauté. Alors, la question des forces négatives a été depuis longtemps un prétexte pour Kigali, hein, pour nous combattre. Et c'est là aussi que le gouvernement a failli, parce que les accords de Sun City, les accords du dialogue intercongolais, même les accords de Lusaka, il est dit qu'il faut neutraliser les forces négatives. Et nous, de l'opposition, aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que cette situation perdure par l'incapacité du gouvernement de pouvoir neutraliser ces forces négatives. La formation de l'armée était en cours. Vous savez que le pays était sous l'embargo pour l'achat des armes. On n'était peut-être pas au point pour passer à l'action. Ça, c'est un autre raté des accords de Sun City, des accords cadres de Sun City. Parce que la formation de l'armée, il y avait des critères qui étaient définis par cet accord. Et ces critères-là n'ont pas été respectés. Aujourd'hui, on peut se plaindre que voilà, il y a des Rwandais qui sont dans l'armée, ainsi de suite. Mais avant de faire le brassage, parmi les critères, on a parlé de l'identification des nationaux. Ça n'a pas été fait. Il y a des choses qui n'ont pas été respectées. Pourquoi il y a des tensions? Pourquoi il y a encore des conflits? Parce qu'il y a une commission comme Vérité et Réconciliation qui n'a jamais vu le jour. Le régime a bloqué cette commission qui ne voit pas le jour. Voilà, nous partons de négociation en négociation, mais quand il y a des résolutions, le pouvoir en place n'est pas à mesure ou n'a pas la volonté de les mettre en œuvre. Et c'est ce que nous décrions. Si nous aimons ces pays et que nous nous mettons d'accord, la politique, c'est aussi l'art de respecter les engagements. Mais s'il y en a un qui ne sait pas respecter ces engagements, c'est le gouvernement. Alors, le FDLR, pour vous, c'est un prétexte ou c'est vraiment une raison pour Kigali d'être contre Kinshasa? C'est un prétexte et c'est une raison. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Kigali considère que sa sécurité est menacée à cause des troupes, des forces négatives. Il dit que c'est ça la raison. Mais c'est un prétexte parce qu'il n'a pas le droit de rentrer sur le sol d'un État souverain pour pourchasser des réfugiés officiellement reconnus
soi-disant que voilà, ils menacent sa sécurité. S'ils veulent faire, il n'a qu'à chercher à établir une coopération, un plan avec le gouvernement congolais pour que l'action soit menée par le gouvernement congolais. Et il y a une opération conjointe, Kigali-Kinshasa, et des opérations militaires conjointes qui se sont faites pour traquer les FDLR. Oui, mais ça aboutit à quoi? Est-ce que ces opérations conjointes ont abouti à quelque chose? Voilà. Donc, Kigali ne peut pas s'en servir comme motif comme étant un passeport ou un visa d'entrée-sortie sur le territoire congolais. Là, nous sommes contre, même nous qui sommes de l'opposition, nous disons que non, on ne peut pas violer l'intégrité territoriale, on ne peut pas violer la souveraineté de l'État congolais parce que tout ce que nous avons, c'est quoi? C'est cette nation, c'est cet État. Alors, moi, je suis né congolais, je suis congolais. J'ai pas autre chose que ça. Je n'ai que le Congo. Vous êtes aussi de la diaspora, vous êtes coprésident de la dynamique de la diaspora congolaise. Je vous ai présenté en tant que tel à l'introduction. Nous savons ce qui se passe dans notre diaspora, nous savons qui sont partis du Congo pour l'extérieur, pour quelles raisons, peut-être pour la recherche de mieux vivre. Mais vous êtes de quel profil? Vous êtes de quelle catégorie de la diaspora congolaise? Vous êtes de ceux qui ont mis la main sur le président Kengo en France? Vous êtes des combattants ou vous êtes de la diaspora congolaise qui vivent seulement à l'étranger? Voilà. Premièrement, je n'ai jamais caressé le rêve d'aller vivre à l'étranger. J'aime tellement le Congo que vivre à l'étranger me fait mal. J'ai fait mes études ici. J'ai étudié, j'ai fait mon université, j'ai tout fait ici. J'ai commencé ma vie ici. J'ai milité pour cette nation ici. Quand il y avait l'agression rwando-ougandaise en 98, je suis parmi ces jeunes qui se sont mobilisés pour soutenir Mzee Laurent Désiré Kabila, dire non à l'agression. J'ai organisé des rassemblements de marche ici. Je suis un patriote, un vrai alors. Je suis à l'étranger, pourquoi? Premièrement, parce que par rapport à mon métier, je ne pouvais pas parfaire mes connaissances ici. Je ne pouvais pas accroître mon expertise ici. Je suis à l'étranger également parce que quand je sens que par rapport à l'avenir de ces pays, les objectifs que nous nous fixons, le développement de cette nation, on a besoin d'avoir une certaine base extérieure. Ben, nous qui sommes partis, moi je suis allé pour me parfaire et maintenant j'ai l'occasion de travailler là-bas, mais je crois que j'ai pu construire un réseau technico-économique, ainsi de suite, qui va profiter à cette nation. Donc, je suis plutôt de cette diaspora ou ces Congolais vivant à l'étranger parce que ils sont allés parfaire leurs connaissances, ils sont allés se perfectionner dans un domaine quelconque. Et il y a des scientifiques comme ça un peu partout au sein de la diaspora. Mais il y a d'autres personnes aussi qui sont parties du Congo parce qu'il y a de la misère. Ils ont vendu la parcelle familiale, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Raison, peut-être. Voilà, bon, ils ont vendu la parcelle familiale raison, parce qu'ils pensaient que l'Europe, c'est l'Eldorado. Mais l'Europe n'est pas l'Eldorado. Aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de frustration? Parce que les gens ont construit des rêves. Ils ont construit des châteaux en Espagne, croyant que le fait d'être en Europe, on a tout gagné. Non, c'est pas facile. C'est pas facile, même avec l'aide sociale, tu n'arrives pas à vivre correctement. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Cette diaspora, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il y a de ceux débordés par la frustration, débordés par ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui... aussi de la gouvernance mauvaise, d'ailleurs. Oui, il y a beaucoup de gens qui condamnent la violence des combattants et tout ça. Je suis contre la violence. Je pense que ce qu'ils font n'est pas bien. Mais interrogeons-nous aussi, ne nous limitons pas à voir le fait. Mais pour qu'il y ait cela, c'est la conséquence de quelque chose. C'est là que le gouvernement doit chercher à comprendre pourquoi est-ce que les Congolais de l'étranger, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se sont radicalisés? Ils se sont radicalisés parce qu'ils ne sont pas contents. Je vais vous dire quelque chose, monsieur. C'est qu'à chaque fois qu'il y a des émeutes, chaque fois que les Congolais se révoltent, c'est quand une ville tombe. Bukavu tombe, les Congolais se révoltent. Et il y a une situation qui se passe où il y a des morts, il y a des centaines de morts, ils se révoltent. Ils se révoltent pourquoi? Parce que ceux qui sont ici, ils ne peuvent pas se révolter. Ils ne peuvent pas dire non. Il y a les armes, il y a la police, on tue. Mais vous comprenez? Vous comprenez? Il y a la répression musclée. Alors, à Bukavu, il y a eu soulèvement populaire. C'est la MONUSCO qui a tiré sur la population, mais c'était pas... Voilà, d'une manière ou d'une autre, que ce soit l'armée, que ce soit la police, tout ça, mais
on n'est pas libre d'exprimer son point de vue, son opinion. On n'est pas libre. Moi, le fait que je pas sois dans la violence, oui, comme je le suis, font je suis sur votre la diaspora. je suis sur votre plateau, je parle en toute liberté parce que le chef de l'État me l'a garanti. Il l'a dit dans son discours que je peux parler. Je peux dire ce que je pense. Mais quelles sont les vraies revendications, les revendications exactes de la diaspora? Si le chef de l'État n'avait pas fait ce discours, je n'allais pas vous parler tel que je parle là. Alors, la revendication exacte de la diaspora, c'est d'abord la bonne gouvernance et le bien-être de la population. Mais là, je comprends que le bien-être social, c'est un long processus. Mais ça demande beaucoup de courage, ça demande la rigueur dans la gestion, ça demande la bonne gouvernance. Or, la bonne gouvernance, aujourd'hui, dans les siècles actuels, la bonne gouvernance ne peut pas être évidente s'il n'y a pas des outils. C'est là que moi, en tant qu'ingénieur en système d'information, j'ai dit que j'ai ma place dans cette société. Parce que quand je regarde comment même l'organisation des concertations, pour faire les listes, comment les gens se cassent la tête, mais c'est des choses qu'on peut faire, c'est des applications, des processus qu'on peut définir en moins de 5 heures, en moins d'une journée. En moins d'une journée, je définis une très bonne organisation pour ces concertations et ça sera une réussite parce que je le fais ailleurs. Voilà. Donc, on ne peut pas gouverner si on n'a pas des outils. On ne peut pas planifier si on n'a pas des bons outils, des bons rapports pour prendre des décisions. Aujourd'hui, on a par exemple un domaine, nous, en nouvelle technologie, qu'on appelle la business intelligence ou encore l'informatique décisionnelle. C'est quoi? C'est collecter les données pour fournir aux dirigeants les outils, les tableaux de bord de gestion où ils peuvent voir les paramètres qui vont bien ou qui ne vont pas bien. On ne gouverne plus comme à l'âge de la pierre taillée, mais malheureusement au Congo, nous gouvernons encore comme cela. Voilà. Alors, les revendications de la diaspora, c'est la bonne gouvernance. Les revendications de la diaspora, c'est aussi l'exclusion dont ils font partie. Nous faisons partie de cette nation congolaise et nous avons le droit d'exercer notre droit civique. Les revendications de la diaspora aussi, c'est que nous avons des enfants qui sont nés. Moi, j'ai mes enfants qui sont nés en Belgique. Ils sont belges. Mais alors, vous direz à mes enfants qui n'ont pas de droit dans ces pays, qui sont exclus de cette nation. Là, nous disons non. Et ces enfants-là qui naissent et qui grandissent là-bas, ils ont l'occasion d'étudier, d'avoir une certaine compétence. Nous allons bloquer la route à ces enfants parce que les politiques ne veulent pas. Ils disent que voilà, ceux qui sont de l'étranger ne peuvent pas. Non, mais je crois que tous les Congolais d'origine, je crois, parmi les revendications, ils ont droit à la double nationalité. La dernière question, je crois. Que l'on légifère cela et que ça apaise également cette communauté. La dernière question, je crois, pour cet entretien. Vous attendez quoi, finalement? Parce que vous avez évoqué beaucoup de problèmes, que ce soit sous l'étiquette de l'UFC, de la diaspora congolaise ou de vous-même en tant que citoyen. Vous attendez quoi de ces concertations nationales? Ce que nous attendons de ces concertations nationales, premièrement, c'est que nous puissions faire que les uns et les autres, que nous puissions nous faire des concessions. Et comme le mode de décision, c'est le consensus, que nous trouvions un consensus sur les problèmes qui sont soulevés au niveau de la nation. Ce que nous attendons, c'est que les gens de la majorité, qu'ils se regardent droit, qu'ils se regardent dans le miroir, qu'ils regardent la situation du Congolais, qu'ils regardent les fonctionnaires de l'État, qui se disent, voilà, nous devons prendre des mesures, il faut qu'il y ait des réformes. Cette nation a besoin de réformes. Nous devons faire ces réformes-là pour apaiser la vie sociale. Nous devons garantir, nous devons rassurer que s'il y a les élections en 2014 pour le provincial, quand il y aura des élections en 2016, que ça ne se passera pas comme en 2011. Parce qu'en 2011, c'était du forcing, c'était du passage en force. Nous sommes dans une société qui construit sa démocratie. On ne pas à l'heure où il faut faire le passage à force. On n'est pas dans cette situation-là. Mettons-nous d'accord, trouvons le consensus sur la plupart des questions de la société, sur la plupart des problèmes de la nation, sur le plan économique, sur le plan institutionnel, sur le plan des communautés, ainsi de suite. Et alors, ce que nous attendons aussi, c'est que ces réformes, ces propositions soient mises en œuvre telles que le chef de l'État l'a promis. Il a dit que les résolutions des concertations seront opposables à tous. Donc, nous attendons que cela le soit, parce que le gouvernement a l'art de prendre des engagements et de ne pas les réaliser. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Paul Makela. Je rappelle que vous êtes de l'UFC, vous êtes coprésident de la dynamique du mouvement, voulais-je dire, patriotique solidaire, chef d'entreprise, ingénieur en nouvelles technologies de l'information et de la communication,
coordonnateur de la dynamique de la diaspora congolaise. Je vous remercie, résident en Belgique, délégué aux concertations nationales. Nous avons fini pour aujourd'hui du moins. On va peut-être se retrouver prochainement pour l'évolution des travaux au niveau des concertations nationales. Merci de répondre à l'invitation de l'instant de concertation nationale. Je vous remercie. Je vous retrouve très prochainement. Je ne vous prends pas trop de temps parce que vous devez aller au Palais du Peuple. Toutes les bonnes choses, bonne chance. Et les Congolais attendent beaucoup de vous. Merci beaucoup. Nous comptons sur vous également. Merci à l'équipe technique Chiga l'a réalisé. Merci à vous pour vos réactions. Retrouvez-nous encore une fois prochainement pour un nouveau numéro de l'instant des concertations nationales. Au revoir. Yahweh, Yahweh, bénisse à Congo. Yahweh, Yahweh, batela